Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Cam News 24 pour cette édition du journal du 8 octobre de l'an de grâce 2015. Au sommaire donc de cette actualité, le Cameroun a célébré de concert avec la communauté mondiale ce 8 octobre 2015, la journée dédiée à la vue au Cameroun. Plusieurs personnes atteintes de cécité sont parfois abandonnées à elles-mêmes, tandis que d'autres bravent leur handicap, comme Ghislain, un jeune Camerounais qui chante son quotidien dans certains carrefours de Douala à la recherche de son pain. À suivre dans cette édition du journal, une journée passée avec Ghislain. Le Cameroun, de concert avec le monde des petites et moyennes entreprises, prépare la deuxième édition des Journées nationales de l'économie sociale. Annonce faite ce 8 octobre par Laurent Serge et Tundingwa, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, au cours d'un point de presse à Yaoundé. Les détails dans ce journal. Le Cameroun, de concert avec la commission d'éthique de la FIFA, a désormais l'un de ses fils à la tête de l'instance fêtière du football mondial. C'est à la faveur de la suspension provisoire de toute activité liée au football au niveau national et international. Sepp Blatter, Jérôme Valqueur et Michel Platini, respectivement président et secrétaire général de la FIFA et président de l'UEFA. Issa Ayatou, actuellement président de la CAF, va donc assurer l'intérim jusqu'aux élections de février 2016. De concert, bien évidemment, avec le FMI, qui doit ralentir son taux d'endettement. En guise d'invité dans ce journal, nous recevons Adamou Kupite, expert financier, pour analyser le dernier rapport du FMI ainsi que le Cameroun côté économique. Voilà donc pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Journée mondiale de la vue, l'événement se célèbre ce 8 octobre 2015. Au-delà des discours et autres festivités liées à cette célébration, nous nous sommes intéressés à un jeune Camerounais frappé de cécité depuis sa naissance. Ce dernier a choisi de faire l'animation dans les grands carrefours de la capitale économique du Cameroun, son gagne-pain quotidien. Son carrefour le plus prisé est celui de Ndokoti, où nos reporters Apollinaire Zobelbon et Benoît Ndormo ont passé cette matinée du 8 octobre aux côtés du jeune Ghislain. Reportage. C'est ici au carrefour Ndokoti que le jeune handicapé visuel passe la majeure partie de ses journées. Assis sur un tabouret, bâton à la main et tam-tam entre les jambes, il distille aux commerçants des lieux et autres passants les meilleures sonorités religieuses au rythme bien cadencé. Les plus généreux ne manquent pas de lui glisser quelques pièces de monnaie au passage. Passionné de la musique, il a su profiter de son talent de chanteur pour gagner son pain quotidien. C'est cet talent qui me permet d'avoir mon pain quotidien. Malgré son handicap, le jeune Ghislain dit bénéficier du soutien divin lui permettant d'accomplir certaines tâches. Par exemple, faire les comptes de ses recettes journalières. Comme vous voyez, ça n'a pas les mêmes épaisseurs. Vous-même pouvez vérifier. Ok. Ça n'a pas les mêmes épaisseurs, ça n'a pas les mêmes longueurs. Vous pouvez un peu voir. Oui. Ensuite, je crois que c'est toujours la pièce de 25, la nouvelle pièce. Ça fait 75. Vous voyez, c'est 100 francs. Vous voyez, effectivement, 100 francs pèsent plus que les autres pièces. Alors que la nouvelle pièce de 25 francs est comme 10 francs, comme l'ancien 10 francs. La bravoure du jeune handicapé visuel suscite l'admiration de son entourage, qui voit en lui un modèle que les autres personnes de son état devraient copier. Au lieu de voler l'argent, elle vient taper comme les autres, comme les pères la tape. Elle avoir un peu 5 francs pour nourrir ses enfants. Ghislain est marié et père de 3 enfants.
ouvrage donc citoyen Ghislain. Enseignement supérieur à l'université de Douala, les nouveaux étudiants en première année de l'Institut universitaire des technologies ont fait connaissance avec les personnels administratifs et le nouvel environnement qui va les accueillir au cours de leur formation. Ces moments rituels d'accueil des Bleus étaient placés sous la houlette du professeur Jacques Etam, directeur de l'UIT. Ambiance de prise de contact ce jour à l'Institut universitaire des technologies dans ce reportage. En attendant la rentrée académique solennelle 2015-2016 à l'université de Douala, le personnel administratif de l'Institut universitaire des technologies IUT a accueilli ce 8 octobre 2015 à l'Amphi 200 les étudiants de première année nouvellement admis dans cet établissement de l'université de Douala. Les prises de parole des différents responsables ont indiqué aux nouveaux étudiants le cap et le tableau de bord qui devront leur servir de guide durant leur séjour dans ce temple du savoir technologique. Un rituel académique pour souhaiter la bienvenue à ce qu'on appellerait ici les Bleus. Oui, d'accueil est une tradition déjà dans toutes les grandes écoles du monde et particulièrement la nôtre revêt une importance capitale parce que elle est dans un contexte particulier où les jeunes doivent trouver une relation entre les enseignements et le monde socio-professionnel. Donc les étudiants doivent savoir au-delà des éléments classiques, c'est-à-dire le règlement intérieur qui anime l'établissement, le contenu des enseignements, mais ils doivent également être imprégnés dès le premier jour de la relation qui lie leur établissement, en l'occurrence l'UIT et le monde de l'emploi. Des prescriptions au comportement disciplinaire des étudiants en passant par la philosophie des enseignements au sein de ce pôle de connaissances, les maîtres mots sont discipline, travail, esprit d'innovation pour être des ingénieurs aptes à manier toutes les récentes générations technologiques. Et ce n'est pas le cadre pour exprimer le talent et le génie créateur qui manque à l'IUT selon son directeur. Les infrastructures sont toutes de dernière génération. Après les échanges entre les différents responsables et les nouveaux étudiants, l'association des étudiants a conduit ses camarades pour visiter les locaux de l'UIT. Ainsi, l'arrêt à la bibliothèque a constitué un moment fort dans ce temple du savoir. Reste que les nouveaux étudiants soient à la hauteur des défis qui sont désormais les leurs pour être des purs produits aptes à se mettre au service du Cameroun pour son émergence qui passe à coup sûr par les prouesses technologiques de ses fils et filles. L'Institut universitaire des technologies de l'Université de Douala, pôle d'émergence de la formation professionnelle, vient ainsi de réitérer sa quête constante de la performance académique pour qu'il n'y ait pas de brebis galeuses dans ses rangs, mais des étudiants prêts pour l'emploi au soir de leur formation. Renforcement des capacités des responsables sur les dépenses publiques. Le ministère des Finances renforce les aptitudes des responsables chargés des ressources financières, des départements ministériels, des contrôleurs financiers et des autres acteurs de la chaîne pour une meilleure conduite du processus d'exécution du budget programme et pour une bonne élaboration des projets de performance dans l'avenir. C'était l'objectif visé du séminaire de formation organisé ce 8 octobre 2015 à Yaoundé. Au nom du ministre des Finances empêché, c'est le directeur général du budget Antoine Félix Samba qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vando, Donald Anyuzoa. C'est depuis 2013 que le budget de l'État est voté et exécuté par programme. Des programmes qui reflètent les priorités nationales et qui sont préparés dans la perspective d'atteindre des objectifs précis. Si l'on peut se réjouir des résultats obtenus jusqu'ici, le directeur général du budget a relevé que la pluriannualité propre au budget programme est encore insuffisamment maîtrisée. À en croire Antoine Félix Samba, cela a des incidences sur le pilotage des programmes et l'exécution du budget en général. Bien, vous savez que le Cameroun, depuis 2007, effectivement, s'est doté d'un outil qui permet d'avoir une qualité de dépense telle que nous la souhaitons pour que nous puissions réaliser les politiques publiques qui sont attendues. La formation étant un élément clé dans la réussite de ce changement, ce séminaire avait pour but de faire acquérir aux participants des connaissances théoriques et pratiques devant leur permettre de mieux conduire le processus d'exécution du budget et d'avoir des instruments appropriés nécessaires à une bonne élaboration des projets de performance dans l'avenir. Il s'agissait particulièrement de comprendre la philosophie qui entoure l'exécution du budget programme, connaître les acteurs intervenant dans l'exécution et le contrôle de l'exécution du budget,
Appréhender les rôles de chacun des acteurs de la chaîne, se familiariser avec les différentes procédures d'exécution du budget et maîtriser l'implémentation du budget dans le dispositif promis. Il est important que nous puissions renforcer les capacités de nos responsables. Au début, ces capacités ont été renforcées. Nous avons une nouvelle application que nous avons implémentée et qui aujourd'hui permet de réaliser la dépense, d'implémenter la dépense publique. Nous pensons donc qu'un séminaire comme celui-ci est important parce que nous sommes à la fin du premier cycle triennal. On ose croire qu'avec les cartes exposées des encadreurs de haut niveau mis à contribution, les séminaristes sont désormais mieux outillés, mieux imprégnés pour être des maillons décisifs à l'atteinte des objectifs stratégiques que le chef de l'État Paul Biya a assignés au gouvernement dans le cadre de la politique des grandes réalisations. Journée nationale de l'économie sociale, deuxième édition. Elles se tiendront donc du 14 au 16 octobre prochain à Yaoundé. L'annonce a été faite ce jeudi 8 octobre 2015 par Laurent Serge Etundingwa, le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. C'était au cours d'un point de presse tenu donc à Yaoundé ce jour, à côté du ministre Etundingwa, le ministre de la Communication Issa Chirouma Bakari. Le compte rendu de Salmon Foué et Joseph Ateba Eric Tiche. Les politiques publiques d'encadrement et d'accompagnement des organisations et entreprises de l'économie sociale. C'est le thème retenu pour la deuxième édition des Journées nationales dédiées à l'économie sociale. Ceux-ci se tiendront les 14 et 16 octobre prochains au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est du moins l'annonce faite à l'adresse des hommes et femmes des médias par Laurent Serge Etundingwa, le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Au cours de ces assises qui connaîtront la participation des administrations partenaires publiques, les acteurs de l'économie sociale, les organisations de la société civile et les partenaires au développement, il sera question d'harmoniser les interventions gouvernementales pour un meilleur encadrement des acteurs de l'économie sociale. De l'avis de Laurent Serge Etundingwa, l'économie sociale est un levier important pour la consolidation de la croissance. Reste à relever le défi de son organisation et de sa structuration pour un meilleur déploiement de ce secteur de l'activité économique, histoire de permettre à ces acteurs de remplir efficacement leur mission. Ce secteur-là, disais-je, porte en lui des germes qui devraient permettre une croissance économique de bon aloi. C'est donc la raison pour laquelle les associations d'économie sociale de toutes nos régions, du moins celles qui font autorité, et le choix a été laissé aux collectivités. Pendant 3 jours, il s'agira pour les participants de faire un état des lieux des politiques publiques d'encadrement et d'accompagnement des organisations de l'économie sociale, d'élaborer un mécanisme de structuration des dites organisations, y compris l'artisanat, de développer une plateforme d'information et un réseau d'échanges et de partenariat entre les acteurs de ce pan de l'économie afin d'optimiser la participation des administrations partenaires ou sectorielles dans l'encadrement des organisations de l'économie sociale. Structuration et financement des petites et moyennes entreprises. La question était au centre d'une plateforme d'échange hier 7 octobre 2015 à Douala entre les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, les cabinets de gestion et la Banque camerounaise des PME. La rencontre organisée par la Camerounaise des petites et moyennes entreprises vise à rendre plus compétitives les PME camerounaises tant sur le plan national que celui international. Apollinaire Zobenbon, Benoît Dormant. Financer sans structurer, c'est mettre de l'eau dans un vase perméable. Ces propos sont du président de la Camerounaise des PME lors de la rencontre du 7 octobre 2015 à Douala. Par ceci, Anselme Kemva a voulu faire comprendre aux opérateurs économiques et chefs d'entreprise l'impérieuse nécessité qu'il y a pour une entreprise d'être bien structurée en interne avant de recourir à un quelconque financement. Les questions liées à la structuration. On
des questions d'abord internes et des questions de mentalité. Donc il appartient aux promoteurs de prendre leurs responsabilités et surtout de se rapprocher des structures qui sont créées à cet effet pour pouvoir recevoir des réponses qui sont adaptées. Au Cameroun, aujourd'hui, nous disposons d'une banque. La question du financement des PME, elle se pose depuis. Pas qu'il n'y avait pas de banque, mais je pense que le mode de financement n'était pas adapté. Donc la banque des PME en France propose des financements adaptés aux PME. La Camerounaise des PME, à travers ses différents cabinets de gestion, se propose comme une solution aux problèmes de structuration et de financement auxquels fait face bon nombre de porteurs de projets. Elle, qui a pour principale mission la structuration des petites et moyennes entreprises et leur accompagnement dans la recherche des financements à travers la Banque camerounaise des PME. Nous en comptons 150 000 dans notre landerneau qui, ma foi, traînent encore d'avoir des outils de la pédagogie et seul, sans information, rien n'est possible. La rencontre du 7 octobre 2015 arrive donc à point nommé, non seulement pour sensibiliser les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise, mais aussi pour créer une synergie d'action entre les différents acteurs du secteur des petites et moyennes entreprises afin de pouvoir relever le challenge économique auquel sera confronté le Cameroun en 2016 avec la signature des accords de partenariat économique. Pour boucler la boucle avec le support économie de ce journal, en guise d'invité, nous vous l'annoncions en titre. Nous recevons l'expert financier Adamou Koupit, avec lequel nous allons analyser le dernier rapport du FMI sur le Cameroun qui tourne autour du taux de croissance et bien évidemment de l'endettement public du Cameroun. Adamou Koupit, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de CamNews 24. Bonsoir Jerry, bonsoir aux nombreux téléspectateurs, c'est un plaisir d'être là suite à votre invitation. Le 24 septembre dernier, donc, le chef de mission FMI au Cameroun, Mario de Zamaroxi, annonçait que le Cameroun, s'agissant de ses prévisions sur le taux de croissance, passerait de 5 à 6% en 2015. Vous dites, de regard de spécialistes, c'est du réalisme ou bien de l'utopie économique? Je pense qu'il s'agit ici de l'utopie. Et il faut d'ailleurs recentrer le débat autour. Pour qu'on ne pense pas qu'il y a une quelconque performance satisfaisante de l'économie. Le budget de 2015 a été confectionné sur la base d'un taux de croissance prévisionnelle de 6,1%. Alors si aujourd'hui on boucle le deuxième trimestre de l'année avec à peine 6% comme le FMI le prédit, on a donc un gap négatif de 0,1%. Ce qui veut dire que ce n'est pas la performance, ce n'est pas la meilleure performance, ça ne donne pas objet à jubiler, parce que cela veut dire qu'on renforce le déficit budgétaire. Ce déficit qui va grandissant depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006, le Cameroun va de déficit en déficit, le déficit budgétaire et le déficit extérieur, et le déficit extérieur étant le plus alarmant de tout cela. Cela étant dit, il faut rentrer pour la gouverne de vos téléspectateurs, faire comprendre de manière simple qu'est-ce que la croissance. La croissance, si nous prenons au niveau de la famille, voudrait dire que si on avait un revenu de 1000, on a eu une croissance de 6, on pourrait avoir 1006%, 1006 francs. Alors, la question que n'importe quel membre de la famille se poserait, c'est de savoir comment est-ce que les 6 francs d'augmentation a pu impacter dans le vécu quotidien des membres de la famille. Parce que la croissance n'a de sens que si elle implique l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans un circuit économique donné. Et la question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais allez dans la rue, vous êtes des journalistes, demandez aux Camerounais si entre 2014 et 2015, quelqu'un a pu ressentir une quelconque amélioration dans le vécu quotidien pour qu'on puisse dire qu'il y a une croissance. Sinon, on va donc dire, c'est peut-être vrai ce que le FMI ressort dans son rapport, mais ce qui est beaucoup plus vrai, c'est que la croissance économique du Cameroun en l'état actuel est superficielle.
Avec vous également, autour de ce rapport du FMI, on attire l'attention du gouvernement camerounais sur l'endettement public qui s'élargit davantage. S'approche-t-on du syndrome grec? Si oui, quelles sont les pesanteurs sur lesquelles il faut se mettre au pas pour éviter cela? Oui, Géry, il faut également, je pense que ce même rapport a attiré l'attention de manière alarmante, parce que la manie du gouvernement, c'est d'aller chaque fois dans un rapport tirer ce qui ressemble à quelque chose qui va mettre en exergue leur performance, ce qu'ils appellent la performance, mais ils cachent ce qui ressort la maladie dont souffre le pays. Je crois que dans ce rapport, on a mis en exergue deux choses importantes. Le déficit budgétaire qui va crescendo, le déficit extérieur également, et la multiplication de l'endettement. L'endettement du Cameroun, le niveau d'endettement, s'il reste encore très acceptable au regard du potentiel par rapport au PIB, par rapport aux standards internationalement acceptés, il est inquiétant au niveau de son évolution. Il faut dire ici que durant les 5 dernières années, on est passé du simple au double. Le taux d'endettement est passé de 15% à plus de 30%. Ça veut dire qu'en 5 ans, en moins de 5 ans, on a doublé la dette publique. Donc selon vous, on n'est pas très loin du syndrome grec. Que faut-il faire? On n'est pas très loin, on va droit au mur, on va droit vers le mur si on ne se ressaisit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois dire ici que le principal problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Quelles que soient les solutions qu'on pourra apporter, mutation d'hommes, transformation ou bien changement des outils, on est passé du budget ordinaire au budget programme. Je suis dans votre journal, on était dans un séminaire pour former les acteurs à comprendre le budget programme. Combien d'années après l'introduction de cet instrument dans la gestion des fonds publics au Cameroun? On pourra tout faire, mais tant que la mentalité reste la même, tant que les principes qui gouvernent, n'est-ce pas, le pays restent la même, la conception de la République qui reste pour le renouveau une mangeoire ne change pas, on va toujours tourner en rond et on ira de mal en pire. On a observé dans le gouvernement, on va dire le réaménagement gouvernemental du 2 octobre dernier, on a rectifié le tir sur le plan économique, on parle des transports, du ministère de l'économie, on parle des travaux publics, c'est dire quand même c'est un souffle nouveau, tenant compte de ce contexte que vous décrivez. Non, moi je vous ai dit la mutation d'hommes, ça rien du tout. Pour moi c'est un non-événement. C'est tout simplement une sorte de redistribution des cartes visant tout simplement l'objectif politicien de satisfaire les militants. Parce que les journalistes ont tout fait de dire les ministères concernés par les affaires économiques ont bougé parce qu'on a changé de zone. Monsieur Moutazé revient à l'économie et à l'aménagement du territoire où il était et c'est lui qui a pondu le DSE. Le DSE qui pour moi est déjà en déphasage par rapport à l'objectif légitime. Parce qu'on fait croire aux gens que la croissance était la finalité. La croissance n'est pas la finalité. On ne doit pas courir derrière la croissance. On doit courir derrière le développement. Je veux bien que le FMI vienne ici, au lieu de nous sortir le taux de croissance de 6%, qu'on nous dise quelle est l'évolution de l'IDE, l'indice de développement humain au Cameroun. Comment est-ce que ça s'est comporté de 2014 à 2015? Cela va décroissant. Ce qui traduit tout simplement la dégradation de niveau de vie et immédiatement nous ressort l'état de misère qui devient endémique dans lequel le peuple camerounais est soumis. Voilà, Adamou Koupit, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans la suite de ce journal, Sport FIFA, Michel Platini presque hors course pour la présidence de l'instance fêtière mondiale du football. La commission d'éthique de la fédération a suspendu ce jour 4 membres de l'instance. Joseph Blatter, président, Michel Platini, président de l'UEFA, suspendu provisoirement pour 90 jours. Le vice-président, le sud-coréen Chun Mong-young et le secrétaire général Jérôme Valk ont été frappés respectivement pour 6 ans et 90 jours. La commission a immédiatement diffusé un communiqué dans la foulée. Les dites mesures donc prennent en vigueur immédiatement et les responsables cités sont interdits de toute activité dans le monde du football. Michel Ateba. Dans son communiqué, la commission d'éthique précise qu'elle n'est pas en mesure de commenter les détails de la décision jusqu'à ce que celle-ci soit définitive, conformément à l'article 36 du Code d'éthique de la FIFA. Dans une décision rendue ce 8 octobre,
Elle suspend de manière provisoire pendant 90 jours Michel Platini, président de l'UEFA et candidat à la tête de la FIFA, Joseph Sepp Blatter, président depuis 1998, et le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, numéro 2 de la fédération. Le Sud-Coréen Chung Bun-jun, ancien vice-président, lui aussi candidat à la succession de Blatter, est radié pour une durée de 6 ans. Des décisions qui mettent le Français Platini hors course à la candidature au poste de président de la FIFA. L'ex-joueur français n'aura pas le temps de faire appel d'ici le 26, date de dépôt des candidatures pour la présidence de l'organisation. Une décision qui sonne comme un coup de tonnerre dans le sport, un coup de balai inédit de toute la hiérarchie du football mondial. Durant la période de suspension de 90 jours, Sepp Blatter ne pourra représenter la FIFA de quelque façon que ce soit, ni agir au nom de l'organisation, ni communiquer avec les médias ou d'autres partenaires prenants en tant que représentant de la FIFA, comme le dispose d'ailleurs l'article 32 alinéa 6 des dits textes. Issa Hayatou, en tant que vice-président le plus longtemps en fonction au sein du comité exécutif de la FIFA, assurera le rôle de président de la FIFA par intérim. Le portrait du Camerounais Issa Hayatou, une fois de plus, Michel Ateba. Quelques instants après l'annonce de la suspension du président Blatter, la FIFA a confirmé le Camerounais Issa Hayatou comme président par intérim en vertu de l'article 32.6 des statuts de la fédération. Le plus ancien vice-président du comité exécutif va donc diriger la maison pendant 5 mois avant le congrès électif du 26 février 2016. Premier vice-président depuis plus d'1 an aujourd'hui, Issa Hayatou aura pour secrétaire général Marcus Kartner. Né le 9 août 1946 à Garoua dans le Nord, le président de la CAF trône à la tête de cette institution depuis 1988. Il va par la suite rejoindre la FIFA. Au Cameroun, le natif de Garoua a été tour à tour directeur des sports au ministère des Sports, secrétaire général puis président de la FECAFOOT, âgé aujourd'hui de 69 ans. Il passera le témoin au futur président de la FIFA le 26 février 2016. Cyclisme à présent, les préparatifs du Grand Prix cycliste international Chantal Biya s'accélèrent. Emmanuel Samuel Wanyou, le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique en lieu et place du ministre, a empêché à présider ce 8 octobre 2015 la deuxième réunion préparatoire à cet événement sportif. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo, Zobelbon. Il était question pour la Fédération camerounaise de cyclisme de faire le point de l'état d'avancement des préparatifs du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Après le propos liminaire du secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, les journalistes ont été priés de quitter la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui servait de cadre à cette rencontre pour laisser place à un huis clos qui aurait donné lieu à des recommandations. Pour le moins, le premier coup de pédale de la 15e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, qui se déroulera du 14 au 18 octobre 2015, sera donné à Douala. Le critérium qui fait office de la première étape partira du stade annexe de Bépanda en passant par Camtel, Carrefour Ange Raphaël, Cité SIC, BP City, Carrefour Agip et stade annexe de Bépanda. Il se déroulera en 16 tours. La deuxième étape se disputera sur le trajet Yaoundé et Bolova. La troisième étape partira de Zoétélé pour Zarmelima en passant par Meyomé Sala. La quatrième et dernière étape s'effectuera entre Zarmelima et Yaoundé avec l'arrivée au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Près de 120 étrangers représentant 10 délégations sont attendus. La caravane de la course pourra compter quelques 350 personnes. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Bonsoir.